commençons avec la session d'aujourd'hui. Nous allons continuer avec Open Shortest Path First, OSPF. Donc, au cours de cette session, nous allons voir les caractéristiques et le fonctionnement. Lors de la précédente session, nous avons vu quelques éléments introductifs sur le routage dynamique. Donc, il a été question de voir quelques concepts de base tels que la définition d'un routing protocol et d'un routed protocol. Donc, le routing protocol est un ensemble de messages, de règles et de calculs mathématiques utilisés par les routeurs pour prendre connaissance des routes. Donc, routing protocol, ensemble de messages, règles et calculs mathématiques utilisés par les routeurs pour prendre connaissance des routes. Donc, dans la catégorie de routing protocol, nous avons RIP, EIGRP, nous avons OSPF et BGP. RIP n'est plus le programme du CCNA. EIGRP est étudié au niveau du CCNP. Et nous avons OSPF, l'unique protocole dynamique étudié au niveau du CCNA. BGP, je pense qu'il est également introduit au niveau du CCNP, mais étudié largement au CCID, donc au niveau expert. Nous avons également les Routed Protocols. Les Routed Protocols définissent la structure du IP packet et des adresses IP. Donc, le routing protocol, c'est celui qui permet de prendre connaissance des routes, et une fois qu'il y a les routes, le routed protocol permet de transporter les paquets. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? On peut illustrer ça d'une façon... excusez. Je vais ouvrir un Epic Pen. Comment est-ce qu'on peut illustrer tout ceci? Donc, nous allons partir sur cette topologie. Donc, disons que nous avons un PC ici, connecté à ce routeur, et nous avons également un PC ici, connecté à ce routeur. Le routing protocol, c'est tel que OSPF, nous le configurons dans chaque routeur, et le routing protocol permet au routeur de notre réseau de prendre connaissance des routes, puisque nous savons que la condition pour transporter les paquets, c'est de connaître les routes. Donc, le routing protocol va découvrir les routes. Et quand je dis route, il doit découvrir chaque subnet de notre réseau. Lorsque le réseau fonctionne correctement, OSPF doit découvrir ce subnet, 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 ce subnet et enfin ce subnet. Donc chaque routeur doit savoir où se trouvent ces subnets. En plus de ces subnets, il y aura le subnet de ce réseau local, de ce LAN, et également le subnet de ce réseau local. Donc, les routeurs, lorsque le réseau fonctionne correctement, doivent prendre connaissance de tous ces subnets. Et c'est OSPF qui va le faire, le travail. Une fois que les routeurs prennent connaissance des routes, ce PC, pour envoyer des paquets, des colis, il va utiliser un routed protocol, tel que IPv4. Et le routed protocol, c'est ce protocole qui va permettre à ce PC d'emballer les paquets et les envoyer à la destination finale, donc ce PC. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Nous avons ici un routed protocol,
Et nous avons ici un routing protocol. Donc nous venons de voir la différence entre les deux. Routing protocol. Maintenant, qu'est-ce qui permet au routing protocol de faire le travail? Puisque le IPv4 est étudié dans le contexte des adresses IP. Nous allons maintenant parcourir rapidement juste pour nous rafraîchir nos connaissances sur les éléments qui permettent au routing protocol de faire le travail. Nous avons vu que le routing protocol fait essentiellement 4 fonctions. Les routing protocoles font leur travail sur la base de 4 fonctions principales. La première chose, c'est qu'ils doivent prendre connaissance des subnets qui sont publiés par les routeurs voisins. La deuxième chose, ils publient eux-mêmes ces subnets. Donc, je prends connaissance d'une information concernant un subnet de la part d'un routeur voisin, et une fois que j'ai cette information, moi-même, je publie la même information aux autres. Maintenant, une fois que les routeurs ont cette information, si nous revenons ici, nous aurons des routes. Donc, supposons que ce routeur, ok, nous avons l'adresse IP ici, 10.10. Donc ça, c'est l'adresse IP de ce PC. Du point de vue du routeur 2, donc ce routeur qui est ici, il y aura trois possibilités, 3 routes possibles. Et cela, nous avons intentionnellement cette topologie qui nous donne 3 routes. Nous avons cette route. Nous avons la route qui est ici. Et nous avons également cette route. Ça, ce sont des routes. IP route. Ce sont des routes IP. Quelle est la route que le routeur 2 va utiliser pour envoyer les paquets au PC qui a l'adresse IP 10.10.10.10? C'est ça le travail des protocoles de routage dynamique. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent pour sélectionner la meilleure route, puisque l'une des fonctions, effectivement, c'est de choisir la meilleure route. Donc, nous allons voir cet aspect un peu plus tard, mais nous avons également vu la différence entre interior et exterior gateway protocol. Nous avons les interior gateway protocol. Je ne vais plus faire un dessin, mais il y a un dessin ici. Donc, les Interior Gateway Protocol, nous allons voir ce que cela signifie. Je vais effacer ceci. Les Interior Gateway Protocol, ce sont des protocoles qui sont configurés dans un réseau administré par une organisation. Prenons l'exemple de MTN, ok? Supposons que ici c'est MTN. Leur réseau interne, on appelle ça un IGP, un Interior Gateway Protocol, IGP, ok? I en français, GP, donc IGP. Ça, c'est un IGP. Ça, c'est par exemple le réseau de la société Total. On appelle ça également un IGP. Ici, on a la société, le réseau excusez, de la société d'une banque telle que UBA. Okay. Ici, on a le réseau d'une société, par exemple, d'une organisation. Même les organisations telles que l'OMS ont des réseaux. Ça, c'est le réseau de l'OMS, par exemple. Le réseau interne de l'OMS. Et disons, par exemple, que ça, c'est le réseau du gouvernement français. Les gouvernements également, en fait, les institutions étatiques ont également des réseaux. Donc, disons que ça, c'est le réseau, on dit Gov, ok, d'un gouvernement. Disons simplement Gov. Donc, chaque organisation, dans le contexte de son réseau interne, constitue ce qu'on appelle un IGP.
Donc, un réseau interne, c'est un IGP, Interior Gateway Protocol. Maintenant, comment est-ce que ces réseaux communiquent? Comment est-ce que le réseau de MTN, le réseau de Total, le réseau de UBA communiquent? Puisque l'interconnexion de ces réseaux constitue ce qu'on appelle Internet. Qu'est-ce qui permet à ces réseaux internes de communiquer? Donc, c'est BGP. BGP, c'est un Exterior Gateway Protocol. On appelle ça un Exterior Gateway Protocol. En français, c'est EGP, Exterior Gateway Protocol. Donc, BGP interconnecte les réseaux indépendants. Okay? Par réseau indépendant, je veux dire Autonomous System. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des Autonomous Systems, les réseaux indépendants. Et ces réseaux ont également des numéros que nous voyons ici, les ESN. Maintenant, bref, ça c'était pour rappeler un peu le contexte de IGP et EGP. C'est un réseau indépendant, un réseau interne à une société. EGP, c'est l'Internet en fait. EGP, le seul protocole de EGP, donc un Exterior Gateway Protocol, c'est BGP. Et quand on parle de BGP, c'est l'Internet. C'est BGP qui permet à l'Internet de fonctionner. Donc, et après, on a vu la différence, une comparaison en ce qui concerne les IGP, les catégories de IGP. Principalement, nous en avons deux. Nous avons les Distance Vector Protocol. Comment est-ce que le Distance Vector Protocol fonctionne? Le Distance Vector Protocol fonctionne sur la base des routeurs entre un point A et un point B. Donc, supposons que le routeur 2 veut envoyer un paquet au routeur 6 qui est ici. Le Distance Vector Protocol, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir cette route. Il va choisir la route qui est ici. Ok? Il va choisir cette route parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le nombre de routeurs qui le séparent entre le point de transmission et le point de réception. Donc, vu qu'il y a moins de routeurs dans ce segment, ok, il n'y a qu'un seul routeur qui les sépare, lui, il va choisir ce segment. Donc, on appelle ça les distance vectors. Ok, il compte le nombre de routeurs, et puis voilà, c'est tout. Et puis, on a également le link state, les link state. Je vais bien écrire, ok. De toutes les façons, nous avons les notes. Je vais effacer ceci. Pour les distance vectors, je repars dans le manuel. Ok, distance vector, nous avons ça ici. Et nous avons également les link state. Link state prend en compte un métrique qui considère le cost. Le cost dépend de la bande passante, du speed. Donc, ce que le link state fait, prenons l'exemple toujours que c'est le routeur 2 qui veut communiquer avec le routeur 6. Le link state ne prend pas en compte le chemin le plus court. Ok? Si la bande passante ici est faible, lui, il peut choisir ce chemin, ce trajet, ce path. Je vais préciser le contexte. Ici, par exemple, nous avons des ports Ethernet. Ok, ce routeur a des ports Ethernet. Donc, partons dans le routeur 1. C'est le routeur 1 qui est là. Si on va dans le routeur 1, je fais show IP interface brief. Remarquez que là, nous avons des Ethernet. Et nous savons que les Ethernet transmettent à une vitesse de 10 MB. Ok, 10 MB. Et à ce niveau, le routeur 3, 4 et 5, ce sont des gigabytes. Donc, si on va par exemple dans le routeur 5, 4, 5, si on fait show IP interface brief, remarquez qu'ici, ce sont des gigabytes. Ok, et un gigabyte transmet à une vitesse de 1000. Donc ici, la vitesse est supérieure. Même s'il y a plus de routeurs entre les deux,
le routeur qui transmet, le routeur 2 et le routeur qui reçoit, la bande passante est supérieure et donc OSPF va choisir ce segment. Il ne va pas s'inquiéter du nombre de routeurs parce qu'il sait que vu qu'il y a une bande passante supérieure, le paquet va arriver rapidement. Donc, voilà, je ne veux pas donner un exemple, mais on va garder ça simple comme ça. Donc, le link state. Après, on a les Advanced Distance Vector. Ce sont des protocoles hybrides. Bref, voilà, nous voyons ça ici, hybride. Okay. Donc, ce sont des protocoles qui combinent les caractéristiques d'un distance vector et les caractéristiques d'un link state. Les hybrides, donc mélange. Maintenant, qu'est-ce qui permet? Nous repartons à l'exemple sur les routes. Okay? Nous avons dit que si le routeur 2 a 3 routes pour atteindre le routeur 6, quelle est la route qu'il va choisir? Quelle est la route qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir la route qui passe par le routeur 3, 4 et 5? Est-ce qu'il va choisir la route qui passe par le routeur 8 et 7? Est-ce qu'il va choisir la route qui passe par le routeur 1? Quelle est la route qu'il va choisir? Donc, c'est là où le métrique intervient. Le métrique, c'est simplement une valeur qui détermine combien ça coûte pour arriver, combien ça coûte pour prendre une route donnée. Okay? On peut prendre cet exemple. Hein? On peut prendre cet exemple. Disons par exemple que cette route lui coûte par exemple 1000. Ça, c'est un exemple, ok? Et cette route lui coûte seulement 200. Par contre, cette route lui coûte 500. Il va choisir la route qui lui coûte moins, ok? Le métrique. 200, ça me coûte moins pour arriver de l'autre côté. Ça, c'est juste un exemple, mais le métrique de OSPF, je venais de dire que c'est la bande passante. Nous allons voir d'un point de vue pratique ce que cela veut dire. Et le métrique de OSPF, je venais de dire, c'est le nombre de routeurs entre le point de transmission et le point de réception. Donc, le métrique, c'est ce qui permet à un routeur de choisir la meilleure route. Maintenant, nous avons également parlé de la convergence, ok? Supposons que le routeur 2 choisisse cette route, ok? Là, on dit qu'il a choisi cette route parce que ça le coûte moins, c'est 200. Mais supposons que 2 jours après, ok, 1 mois après, 6 mois après, que cette connexion a des problèmes, ok? Shutdown, le câble est déconnecté, les paquets ne pourront plus passer par ce chemin, ok? À partir de ce moment, le routeur doit recalculer. Il doit recalculer la meilleure route. Il doit chercher par rapport aux éléments la meilleure route. Donc, c'est ce qu'on appelle la convergence. La convergence, c'est le fait que le routeur réalise qu'il y a un problème dans le réseau et qu'il doit recalculer certains paramètres pour choisir la nouvelle meilleure route. Parce qu'il y avait déjà une meilleure route qui n'est plus disponible, il doit choisir une nouvelle meilleure route. Donc ça, c'est le métrique. Après, nous avons également, je pense, la distance administrative. La distance administrative est... Bon, nous allons étaler les deux éléments. Okay? Là, nous avons parlé de métrique, mais ici, là, tout ce réseau fonctionne avec OSPF. C'est ça ce qu'il faut préciser. Tout ce réseau fonctionne avec OSPF seulement. Voilà pourquoi, pour choisir la meilleure route, on utilise le métrique. Supposons que, je vais effacer une partie, supposons que cette partie fonctionnait avec EIGRP, ok, cette connexion ici, là. Donc, en d'autres termes, ici, c'est OSPF. Ici également, c'est OSPF. Et ici, c'est EIGRP.
À partir de ce moment, la sélection de la meilleure route ne dépend plus du métrique. Ça dépend maintenant de la distance administrative. Et juste pour nous mettre dans le contexte, la distance administrative, c'est une valeur qui est attribuée à une route ou à un protocole. Et cette valeur permet de déterminer la confiance qu'on peut accorder à cette route. Si on repart dans le manuel, nous avons un résumé des distances administratives. Les routes connectées, nous savons ce que c'est qu'une route connectée. Pour rappeler, une route connectée, c'est l'exemple. Si je prends l'exemple, ok? Prenons l'exemple du routeur 1. Prenons l'exemple du routeur, le routeur 1 ici, ok? Le routeur 1 est ici. Bon, je vais prendre l'exemple du routeur 2. Si je fais show IP interface brief, excusez, apparemment, je n'ai rien saisi ici. Ok, c'est ça, ouais, excusez. Show IP interface brief, l'interface Ethernet 00 est ici. Et cette interface, nous le remarquons, n'a pas d'adresse IP et est également administratively down. Okay? Si je viens dans l'interface Ethernet 00, config T, je fais interface Ethernet 00, no shutdown, IP address 111.1.1.1 255.255.255.252. Maintenant que j'ai mis une adresse IP, si je fais encore do show IP interface brief, j'ai maintenant une route, j'ai une adresse IP sous ce segment, sous cette interface, excusez. Et cette adresse IP a été configurée avec un masque. Le masque avec lequel nous avons configuré cette adresse IP contient un nombre d'adresses IP données. Par exemple, ça c'est un masque, on appelle ça le bar 30, n'a que 2 adresses IP utilisables. Donc, en d'autres termes, il y a une adresse IP qui sera utilisée sur cette interface et il y a une autre adresse IP qui sera utilisée ici. On pouvait mettre un masque de 255.255.255.0. Ce masque a 254 adresses IP utilisables. On utiliserait 2 adresses IP sur ce segment et il resterait 254. Il resterait 252 adresses IP non utilisées. Bon, juste pour étendre encore le concept de Subnet. Si nous voulons utiliser le 255, 255, 255, 252 sur de tels segments, c'est parce que un tel segment n'a besoin que de 2 adresses IP pour fonctionner. Une adresse IP du côté du routeur 2, une adresse IP du côté du routeur 3. Si on met le 255, 255, 255, 0, le segment également va fonctionner, mais nous allons avoir 252 adresses IP non utilisées. Parce que lorsqu'on a le bar 24, nous avons 256 adresses IP au total. 254 seulement sont utilisables. En d'autres termes, pour ce segment, si nous enlevons les 2 à utiliser, il va nous rester 252 adresses IP non utilisées. Et on appelle ça du gaspillage. Bref, c'était une façon de nous étendre également sur les concepts de subnetting. Mais maintenant, une fois que nous avons configuré l'adresse IP, si nous revenons ici, nous faisons do show IP route. Remarquez que nous avons maintenant 2 routes. Ok, nous avons une route. Ok, et on nous dit c'est directly connected. Directly connected. Et le métrique d'une route connectée, c'est 0. Deuxième, nous avons le static route. Le static route, c'est là où nous venons. Mais une route statique a une valeur administrative de 1. BGP external, il y a 2 types de BGP. Il y a le BGP external 20, EIGRP à 90. Ok, notons que EIGRP, si nous revenons ici, EIGRP à 90. Donc, je vais enlever ceci. Et on dit que EIGRP a une valeur administrative de 90. Ok.
Repartons dans le tableau, nous allons lire la valeur administrative de OSPF. OSPF, ok, je vais enlever ceci, a une valeur administrative de 110. Je vais encore revenir ici, je vais ouvrir. OSPF, une valeur administrative de 110. Donc, dans ces conditions, lorsque nous avons deux protocoles, ce qui permet de choisir la meilleure route, ce n'est plus le métrique, mais c'est la valeur administrative, le administrative distance. Et la valeur administrative d'un protocole, c'est une valeur arbitraire. Ok, pour EIGRP, c'est 90. On peut modifier ça, mais pour l'instant, notons que c'est 90. Et donc, si le routeur 2 doit envoyer des paquets au routeur 6, il va choisir la voie qui passe par le routeur 1 parce que là, il y a EIGRP et EIGRP a une valeur administrative inférieure à OSPF. Donc ça, c'est le concept de valeur administrative. Bon, ça c'était l'essentiel de ce que nous avons fait dernièrement. Nous allons maintenant passer au concept de OSPF. Comment est-ce que OSPF fonctionne? Alors, les protocoles de routage échangent essentiellement des informations afin que les routeurs puissent prendre connaissance des routes. Les routeurs prennent connaissance des informations sur les sous-réseaux. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous configurons un réseau, chaque segment est un sous-réseau, ok? Chaque segment est un sous-réseau. Je le rappelle à toute fois parce que c'est très important de comprendre le routage sous cet aspect. Lorsque nous avons un réseau tel que celui que nous avons, chaque segment est un sous-réseau. Ça, c'est un sous-réseau qui est dans le bar 30. Ici, on pouvait avoir un sous-réseau dans le bar 25. Ici, on peut pouvoir avoir un sous-réseau dans le bar 26. Ici, on pouvait avoir un sous-réseau dans le bar 24. Bref, chaque segment est un sous-réseau. Donc, nous avons un sous-réseau ici, nous avons un sous-réseau ici, nous avons un sous-réseau ici, nous avons un sous-réseau ici et nous avons également un sous-réseau ici. Et enfin, au niveau des routeurs, nous aurons un sous-réseau de ce LAN et un sous-réseau de ce LAN. Ok? Donc, le routage complet, dans le cadre de ce sous-réseau, doit faire de telle sorte que les routeurs, chaque routeur, le routeur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1 puissent prendre connaissance de chaque sous-réseau. Ça, c'est un routage. Si tous les routeurs de la topologie prennent connaissance de tous ces subnets, ça veut dire qu'ils seront en mesure de choisir la meilleure route et d'envoyer les paquets là où il le faut, selon le métrique, si c'est un seul protocole sur la topologie. Donc, voilà pourquoi je répète à toute fois cet élément que les routeurs prennent connaissance des informations sur les sous-réseaux. Les routes vers ces sous-réseaux et des informations sur les métriques. Donc, je prends connaissance d'un sous-réseau et de la route vers ce sous-réseau. Supposons que, donnons un autre exemple, disons que je vais enlever ceci. Prenons l'exemple d'un PC qui serait connecté au routeur 1 et d'un autre PC connecté au routeur 2, 8. Ok? Le routeur 1, à partir de ce moment, pour envoyer les paquets au routeur 8, il va prendre connaissance des sous-réseaux et il va également prendre connaissance de la route. Il va choisir une route. Est-ce que je veux envoyer les paquets en passant par le routeur 6, 7 et puis arriver au 8? Est-ce que je veux envoyer les paquets en passant par le routeur 2 et qu'ils arrivent ici? Est-ce que je veux envoyer les paquets pour qu'ils passent par le routeur 6, partir au routeur 5, faire le contour, arriver ici? Tout est possible dans le routage IP, soit par défaut, soit par la manipulation des valeurs. Donc, la route se choisit sur la base du métrique ou encore de la valeur administrative lorsqu'il y a deux protocoles ou plus. Donc, ça c'est pour ce qui concerne la route. La sélection plutôt des routes. Donc, les routes
je relis, les routeurs prennent connaissance des informations sur les sous-réseaux, les routes vers ces sous-réseaux et des informations sur des métriques qui déterminent la façon de chaque itinéraire, la façon que chaque itinéraire se compare aux autres. Ça c'est également un élément très important. Le métrique permet de comparer les routes, ok? Plusieurs routes, le métrique va faire de telle sorte qu'une route soit préférée. Comment est-ce que chaque route se compare aux autres? Le protocole de routage peut alors choisir le meilleur itinéraire vers chaque sous-réseau en construisant la table de routage IP. Okay? Le protocole de routage peut alors choisir le meilleur itinéraire. Le concept de best route est très important. Le meilleur itinéraire, c'est le best route. Quelle est la route que je vais choisir? Et le choix se fait sur la base de l'élément capital que nous appelons le métrique. Et là, nous sommes dans le contexte d'un seul protocole de routage dans le réseau. Les protocoles à état de lien, link state. Donc OSPF, nous l'avons dit que c'est un link state protocol. Je vais écrire ce terme quelque part pour que nous puissions le retenir. C'est ceci. Je vais écrire ici. Ok. Écrivons ici link state. OSPF, c'est un protocole considéré, en fait, c'est un protocole de la catégorie link state. Ok. Les protocoles à état de lien, donc link state comme OSPF, adoptent une approche un peu différente des détails des informations qu'ils échangent et ce que les routeurs font avec ces informations. Généralité concernant OSPF. Les protocoles à état de lien, link state, construisent des routes IP en quelques étapes principales. Tout d'abord, les routeurs construisent ensemble beaucoup d'informations sur le réseau. Les routeurs, les liens, adresses IP, informations d'état. Alors, nous allons résumer ces éléments. Ce que OSPF fait, c'est que chaque routeur de la topologie, donc les 8 routeurs, nous avons 8 routeurs ici, chaque routeur va répertorier des informations principales, telles que l'identité de chaque routeur de la topologie, ok? Excusez. Chaque routeur va répertorier des informations sur le réseau. Les routeurs, les liens, donc les connexions, ok? Les liens. Et puis, nous avons les adresses IP, les informations d'état. Donc, si un segment est up ou down, ça oui, également, c'est un élément important. Ensuite, les routeurs propagent ces informations, de telle sorte que tous les routeurs prennent connaissance des mêmes informations. Donc, une fois qu'il y a la collecte des informations, la deuxième chose à faire, c'est que le routeur propage ces informations aux autres. À ce point, chaque routeur peut calculer les routes vers les autres, vers tous les autres, tous les sous-réseaux, mais du point de vue de chaque routeur. Mes excuses. Pour répéter ici, ensuite les routeurs propagent ces informations. La première étape, c'est la collecte des informations. Chaque routeur collecte des informations sur les routeurs, les liens, les adresses IP, les informations d'état. Informations d'état, c'est le statut des interfaces. Une fois que chaque routeur collecte ces informations, il propage ces informations de telle sorte que tous les routeurs prennent connaissance des mêmes informations. À ce point, chaque routeur peut calculer les routes vers tous les sous-réseaux, mais du point de vue de chaque routeur. Généralité. Les protocoles à état de lien, donc link state, construisent des routes IP en quelques étapes principales. Tout d'abord, ok. Je pense que ensuite les routeurs propagent ces informations en analysant ce qui suit. C'est une répétition de ce qui a été dit précédemment. Alors, nous allons analyser les étapes qui permettent au routeur OSPF d'arriver à la sélection de la meilleure route. Quelles sont les étapes?
il y a principalement deux étapes. Les informations concernant la topologie et le LSA et l'application d'une formule mathématique appelée Dijkstra SPF. Donc ça, ce sont les deux étapes. Alors, informations concernant la topologie et LSA. Les routeurs utilisant des protocoles de routage à état de lien link state doivent annoncer collectivement tous les détails sur le réseau à tous les autres routeurs. À la fin de ce processus de propagation des informations entre les routeurs appelé flooding, chaque routeur du réseau possède exactement les mêmes informations sur le réseau. Propager beaucoup d'informations détaillées à chaque routeur du réseau est un grand travail. Alors, ce que OSPF fait, Open Shortest Path First, OSPF, le protocole de routage à état de lien le plus populaire, organise les informations de topologie à l'aide de LSA et de la base de données d'état de lien LSDB. Chaque LSA est une structure de données avec des informations spécifiques sur la topologie du réseau. Alors, le concept, le mot LSA est très important. Si je reviens ici, ok, LSA c'est Link State Advertisement. Ok, Link State Advertisement. J'ai pris l'acronyme directement. LSA c'est Link State Advertisement. Alors ça c'est le premier concept le plus important à noter. Donc LSA, Link State Advertisement. Et c'est quoi le LSA? Le LSA est une structure de données avec des informations spécifiques sur la topologie de réseau. Donc on peut dire que LSA, structure de données. Maintenant LSDB, Link State Database. Je vais écrire ces deux concepts ici pour que nous puissions nous... LSA. Là, on dit c'est Link State Advertisement. Et nous avons également le LSDB. C'est le Link State Database. Nous avons dit que le LSA est une structure de données des informations, ok? Disons simplement ici structure de données. Structure de données. Et nous avons dit également que le LSDB est une collection de tous les LSA d'un routeur, connus d'un routeur. Donc le LSDB, c'est collection de tous les LSA connus d'un routeur. Collection, disons simplement collection de LSA d'un routeur. Vous pouvez ajouter d'un routeur. Ça, c'est le LSA. Alors, ça, c'est une image qui représente un peu la relation entre LSA, ok, tel que nous, LSA et LSDB, tel que nous le voyons, nous avons des LSA, tous les LSA connus d'un routeur. Le LSA, c'est une structure de données, et un routeur peut en avoir plusieurs. Et le LSDB, c'est simplement une collection de tous les LSA. Donc ça, c'est pour nous mettre, pour voir le lien entre LSA et LSDB. Maintenant, la propagation des LSA dans un réseau. Ici, on nous donne l'exemple d'un réseau qui est ici.
ok, de ce sous-réseau. Et nous voyons comment est-ce que le LSA concernant ce sous-réseau, ok, est propagé, ok. Le routeur 6 l'envoie au routeur, à ce routeur, il l'envoie à ce routeur, il l'envoie à ce routeur. Donc, disons ceci, il envoie à ce routeur, il l'envoie à ce routeur, il l'envoie à ce routeur l'envoie à ce routeur l'envoie à ce routeur l'envoie à ce routeur, ce routeur l'envoie à ce routeur, ce routeur l'envoie à ce routeur, et ce routeur l'envoie à ce routeur. Maintenant, remarquez qu'il y a le cost ici, là. Ça va repartir un peu à ce que nous avons vu avec STP. Lorsque je t'informe, on m'a dit qu'il y a un cost, mais moi aussi je vais ajouter mon cost. Nous allons voir cet aspect plus tard, mais c'est le même concept parce que je vais ajouter ce que ça me coûte pour arriver là-bas. Donc ça, c'est la propagation de LSA. Et nous avons dit que le LSA concerne nous voyons ici que ça concerne un subnet spécifique. Donc ça, c'est la propagation du LSA dans le réseau. Et ça, c'est pour un subnet spécifique parce que ça va se faire pour tous les subnets du réseau. L'image ci-dessus montre un exemple simplifié du processus de propagation, flooding des LSA avec le routeur 6, envoyant un LSA d'origine et les autres routeurs propagent le LSA en le transmettant jusqu'à ce que chaque routeur en ait une copie. Okay? C'est une base de données. Il faut se rassurer que chaque routeur puisse avoir une copie. Le processus de propagation amène chaque routeur à apprendre le contenu du LSA tout en empêchant le LSA de circuler en rond. En d'autres termes, il y a aussi le concept d'éviter des loops du LSA en fait. Si je reçois, je ne peux plus. On évite que le LSA tourne en boucle. Bref. Fondamentalement, avant d'envoyer un LSA à un autre voisin, les routeurs communiquent en demandant « Avez-vous déjà ce LSA ?» Donc, si on revient ici, nous avons tout de suite dit que le routeur 6 envoie, ok, à routeur 7. Le routeur 7 envoie au 8, 8 envoie au 2, le 6 envoie également au 1, le 1 envoie au Lorsque ça arrive ici, là, si le 2 avait déjà reçu, le 1 va d'abord demander, ok, je vais faire ceci pour que ça soit clair. Au moment où le 2 voudra envoyer au 2, plutôt le 1 voudra envoyer au 2, il va lui demander, est-ce que tu as déjà la copie du LSA X? Le routeur 2 va lui dire, ok, oui, je venais déjà de le recevoir, c'est le routeur 8 qui m'a informé à propos de ce LSA. Donc ça, c'est la façon qu'on évite les loops. Sinon, il devait encore recevoir le même LSA. Quand ça devait venir du routeur 3, il devait peut-être encore le recevoir. Donc pour éviter cette situation, dès qu'on reçoit le LSA, on peut dire, ok, j'ai déjà reçu. Avez-vous déjà reçu ce LSA? Puis on envoie le LSA au prochain voisin, uniquement si le voisin n'a pas encore pris connaissance. Ça veut dire que je ne te transmettrai le LSA, je ne te transmets le LSA que si tu me dis que tu ne l'as pas encore reçu. Si tu as déjà reçu, je ne te l'envoie pas. Une fois propagé, les routeurs réinjectent occasionnellement chaque LSA. Les routeurs réinjectent un LSA lorsque certaines informations changent. Par exemple, lorsque lien est up ou down. Okay? Si nous revenons sur la topologie précédente, supposons que cette connexion, cette interface est shutdown, ok? Chaque routeur a connaissance de ce LSA, de ce segment. Mais maintenant que cette interface est down, il y aura le même travail. On va informer tout le monde que cette interface est down. Et c'est très important parce que ça veut simplement dire que nous n'avons plus peut-être de route pour ce segment. Voilà pourquoi il y a, en cas de changement du statut de l'interface, on informe également les autres routeurs.
il y a un autre élément. Il réinjecte également chaque LSA en fonction de la minuterie de vieillissement distincte de chaque LSA. Par défaut, 30 minutes. Donc, 30 minutes après, le LSA chaque LSA est encore propagé. Donc, on attend 30 minutes. 30 minutes après, pour chaque LSA, on fait une propagation. Alors, appliquer l'algorithme mathématique Dijkstra SPF pour trouver les meilleurs itinéraires. Alors, à quoi sert? Une fois qu'on a les LSA de tous les routeurs, on doit appliquer une mathématique pour calculer les meilleurs itinéraires. Mais avant d'y avancer, nous allons d'abord essayer de nous détendre avec la configuration pour déployer OSPF dans cette topologie. C'est une topologie qui est très simple. Nous avons 8 routeurs. Nous allons configurer des adresses IP selon les subnets que vous voyez entre les routeurs. Et sous chaque interface physique, nous allons mettre IP OSPF1 Area 0 pour que OSPF soit activé. Donc, pour commencer, je vais venir ici. Dans le routeur 2, il y a l'interface, je pense, Ethernet 00, ok, qui va vers le G00 du routeur 3. Donc, je vais prendre Ethernet 00 ici. Je vais mettre l'adresse IP là-bas, c'est le 100.1.1.1. Le masque 255.255.255.252. Mais avant de le faire, je vais faire quelque chose expressément. Je vais venir ici. Je pense que j'avais déjà configuré une adresse IP. Ok, lorsque j'étais en train de tester. Ok, nous allons enlever cette adresse IP. Je vais mettre no IP address. Si je mets do show IP interface brief, remarquez que nous n'avons plus d'adresse IP. Ok. Maintenant, si je mets IP OSPF 1 area 0, remarquez que le routeur nous dit OK, OSPF will not operate on this interface until IP is configured on it. Donc, ça veut dire que OSPF ne fonctionne sur une interface donnée que lorsque nous y configurons une adresse IP. Donc, ça, c'est un élément très important à noter. Donc, il faut y configurer une adresse IP. Alors, nous allons configurer l'adresse IP que voici. Allons prendre ceci, je vais copier. Ok, maintenant, pour chaque routeur, je voulais un peu donner le nom. Ça, c'est le routeur 2. Parce que tous les routeurs ont à peu près un nom identique. Nous ne voulons pas rentrer dans cette confusion. Ok, j'avais déjà appliqué pour ce routeur. Ok, lui, il a déjà son nom. Nous le voyons ici. Ce que je prends, c'est juste configurer les interfaces. Dans le Ethernet 00 ici, je vais mettre ceci. Là, maintenant que nous avons mis une adresse IP, vous voyez que le routeur a accepté la commande IP OSPF1 Area 0. En fait, il avait accepté précédemment, mais il nous avait averti. Et là, maintenant, il a finalement accepté sans avertissement. Au niveau du routeur 3, donc le routeur qui est ici, ce que nous allons faire, c'est que je vais modifier le nom du routeur ici, 3. Et je vais appliquer. Donc, dans chaque routeur également, je vais configurer ce qu'on appelle des loopbacks. Donc, ça, c'est pour le routeur 3. Je vais mettre ceci. Et son interface Ether 00, lui sera au niveau du 2. Donc, comme ça, je vais appliquer cette configuration une bonne fois. Mais attention, là-bas, c'est le G00. Donc, je modifie le type d'interface. Et je fais ceci. Copie. Je vais dans le routeur 3. J'applique. La configuration est acceptée. Donc, là, nous avons maintenant configuré cette connexion. Et nous avons également mis un loopback dans le routeur 3. Je vais mettre le loopback du routeur 2. Donc, je vais repartir dans le routeur 2. Alors, remarquez que ici, je n'ai pas mis no shutdown du côté du routeur, du routeur 3. Donc, je vais ajouter la commande no shutdown
Comme ça, tout sera en ordre. Je vais revenir ici. No shutdown. Ici également, je ne sais pas. Ok, ici c'était déjà no shutdown. On peut juste revalider. Do show IP interface brief. Effectivement, il y a maintenant une adresse IP, c'est no shut, et OSPF vient d'établir une relation entre le routeur 3 et le routeur 2. Donc, je vais repartir au niveau du routeur 2. Je vais mettre son loopback. Le routeur 2 est là. Ok. Donc là, c'est bon. Mais maintenant, là, nous venons de configurer ce segment. Avant de configurer ce segment, je vais d'abord activer le debug de OSPF au niveau des deux routeurs. Donc au niveau des deux routeurs, je vais partir, je vais faire... C'est vrai, il y aura beaucoup de messages. Ok, je vais venir ici. Je vais mettre debug. IP OSPF, point d'interrogation. Events, les événements. Je vais également debug les packets. Je vais également debug les hello. Ok. Remarquez que il y a des messages qui passent lorsque le protocole communique. Lorsque nous allons avancer, nous allons voir ce que signifient tous ces messages. Je vais prendre ceci. Juste pour... Parce qu'après, il y aura beaucoup de messages. Je voudrais simplement avoir la possibilité d'enlever toutes ces commandes facilement. Donc, je vais faire ceci, excusez. Faire ceci, debug. Après, je pourrais juste simplement mettre le no devant chaque commande pour enlever. Je prends ceci au niveau du routeur. Ça, c'est le routeur 3. Au niveau du routeur 4, je n'ai rien configuré, mais je vais déjà activer les messages de OSPF, les debugs. Remarquez que le routeur 3, pour l'instant, est en train de communiquer. Il y a des messages de OSPF qui sont en train de passer. Nous voyons qu'il y a l'adresse multicast 224.0.0.5. D'ici quelques instants, nous allons voir ce que cela signifie. Nous allons repartir au niveau du routeur 4. Entre le routeur 3 et le routeur 4, c'est le subnet, c'est le 111.1.2.0. Alors, sur notre pad, nous allons revenir. Nous allons mettre 111.2.2. Donc, du côté du routeur 3, ce sera le 2.2. Et du côté du routeur 4, ce sera le 2.1. Je vais prendre ceci. Ça, je mets du côté du routeur 3. Là, c'est Configure Terminal. Je vais appliquer. Donc là, nous venons d'activer l'interface du côté du routeur 3 et nous venons également d'activer OSPF. Rien ne se passe encore du côté du routeur 4. Ok. C'est normal parce que toutes les interfaces sont shutdown. Si je fais show IP interface brief, toutes les interfaces sont shutdown, rien n'est configuré. Donc je vais prendre ceci et je vais configurer le loopback et l'adresse IP. Le loopback, ce sera le 444 et l'adresse IP va se terminer par le 1. Je vais prendre tout ceci et je vais appliquer. Vous allez voir que à partir du moment où nous allons appliquer, vu que pour l'instant l'interface est shutdown, OSPF ne parle pas. Nous n'avons pas encore activé OSPF. Ce routeur en fait n'est pas encore, ne fonctionne pas encore avec OSPF. Donc nous allons venir ici, nous allons appliquer toute cette configuration, nos shutdown, remarquer les événements, ok, tous les messages qui sont passés. Alors, je pense que pour l'instant, je vais enlever tout le debug que j'y ai mis. No. No. Et enfin no. Je vais enlever ce debug. Ce que je voudrais conserver, ce sont juste les messages. Ok. Je vais partir en mode privilégié et je vais appliquer toute cette. Donc j'ai mis fin au debug. Nous n'allons plus voir ces messages au niveau de ce routeur. Ce qui nous intéressait, c'était voir ce qui se passe une fois que nous activons OSPF. Une fois que nous avons
activer OSPF au niveau de ce routeur, ok. Nous avons créé le loopback. Nous avons nos chats. Bon, c'est pas intéressant. Ok. Nous avons créé le loopback. Nous avons mis l'adresse IP du loopback. Nous avons mis le loopback dans IP OSPF1 Area 0. Nous avons fait la même chose pour l'interface G00. Mais ici, nous avons mis le mauvais interface. Il faut le reconnaître. Et même là également. Je pense que j'ai tout détruit. Ok. Donc, je vais devoir corriger ici. Si on vient ici, vous allez voir que ici le lien OSPF ici est down maintenant. Parce qu'au lieu de configurer le G01 ici, j'ai configuré le G00. Alors, pour ne pas vous confondre, je vais partir pas à pas. Je vais revenir ici. Ici, nous avons le subnet. Ici, nous sommes en train d'utiliser le 1. Et ici, nous sommes en train d'utiliser le 2. Donc, vous remplacez ce chiffre sur le 0. Donc, je vais corriger d'abord entre le routeur 3 et le routeur 2. C'est le G00 et l'interface, c'est le 1, 1. À la fin, c'était 2. Je vais prendre ceci, je vais corriger dans le routeur 3. Si je viens dans le routeur 3, je mets... Remarquez que... Je pense que... Maintenant là, la relation OSPF va se rétablir. Si nous revenons ici, je pense que la relation OSPF a été rétablie. Prendre ceci. Je vais utiliser les debugs dans un autre routeur parce que je veux que ce soit que nous puissions analyser tout ce qui se passe. Je vais corriger ce segment. Ici également, c'est la même logique. Le subnet est là. Ici, nous allons mettre le 2 et ici, nous allons mettre le 1. Mais l'interface, faisons attention. Ici, c'est le G01. Donc, je vais venir ici. Je vais d'abord modifier l'interface G01 et le subnet, c'est le 111.1.2 111. Et même les adresses IP que je suis en train de mettre, je n'ai pas vraiment corrigé. Ce n'est pas ce que je voulais. Excusez, je vais modifier ceci. 111 1 2 2. Alors ici, je vais prendre ceci. C'est pour cette interface. Ce sera donc dans le routeur 3. Je vais prendre ceci. Excusez. Ceci. Et je mets dans le routeur 3. Et au niveau du routeur 4, ce sera le 2.1. Prendre ceci. Routeur 4 est là. Excusez. Ça, c'est même le nom, je n'ai pas mis le bon nom. Ok, ici, c'est le routeur 4. Donc, je vais corriger. C'est le routeur 4. Et j'ai modifié l'adresse IP. Je vais prendre ceci, copie, et je vais mettre là. Je pense qu'il va tout corriger. OSPF va s'établir, ok. La relation OSPF a été créée entre les deux routeurs. Ici, là, entre le routeur 4 et le routeur 5, c'est le G00. Donc, je vais venir dans le routeur 4, c'est le G00, je modifie l'interface. Et ici, c'est le 111.1.3. Ici, nous allons mettre le 1. Et ici, nous allons mettre le 2. Donc, je vais venir dans sous cette interface, le G00. Ce sera le 111.1.3.1. Je vais prendre ceci. Et je mets dans le routeur 4. C'est bon. Maintenant, dans le routeur 5, ce sera le 3.2. Et je vais modifier son loopback 555. Et le nom du routeur, c'est le 5. Je vais également activer les debugs, vu que ici, nous n'avons pas atteint l'objectif que nous voulions atteindre. Cette erreur, c'est également pour nous permet de voir que c'est possible de faire des erreurs dans les labs. Vous devez faire attention. Je vais mettre les debugs
Ok, je vais appliquer étape par étape. Je prends cette partie. Puis je activer les debugs. Je vais partir exit. Je vais activer les debugs. Une fois que cela est fait, je vais maintenant venir ici. Je vais prendre tout ceci. Okay. Tout ceci. Les deux adresses IP. En fait, les deux interfaces, le loopback et le G00. Je vais prendre cette configuration et je vais balancer dans le routeur 5. Je vais partir en mode de configuration. Alors, c'est ce que je voulais voir. OK? Là, vous voyez que il y a tous ces messages qui sont en train de passer jusqu'à ce que la relation OSPF puisse s'établir. Lorsqu'elle va s'établir, nous pourrons mettre fin au debug. Ok, la relation OSPF a été établie ici. Je vais sortir d'ici, exit, et je vais enlever ces debugs. Je vais venir ici, je vais mettre fin au debug pour ne plus recevoir tous ces messages. Si nous revenons un peu plus haut, vous remarquez qu'une fois que nous avons activé les deux interfaces, ça pouvait être l'une des interfaces, vu que une interface est OSPF. Il y a le loopback 1 qui a été choisi. Nous allons voir ce que cette sélection veut dire. En fait, c'est l'identifiant du routeur du point de vue de OSPF. G00, IP address removed, topology state change, IP address changed, et puis l'interface a été up, et puis après nous avons reçu beaucoup de packet dropped, interface down, dampened, et puis après nous avons vu interface change state to up, et OSPF a continué à ignorer les paquets, et puis à un moment donné il y a eu route adjustment, send hello. Nous allons voir ce que cela veut dire, les hello messages from à partir de l'adresse IP 111.1.3.2, donc l'adresse IP qui est ici. Et puis après nous voyons qu'il y a des informations concernant l'adresse multicast. Donc les messages sont envoyés au multicast 224.0.0.5, la version 2 type 1, ainsi de suite. Donc tous ces messages sont passés jusqu'à ce que la relation OSPF a été établie entre le routeur 5 et le routeur 4. Donc ça, c'est lorsque nous configurons initialement OSPF, il y a des messages qui sont échangés entre les routeurs. Nous allons continuer à activer OSPF sur tout le réseau. Donc, entre le routeur 5 et le routeur 6, c'est le G01. Je vais d'abord modifier le G01 ici. Et c'est le 111.1.4. 111.1.4, ici nous allons mettre le 2. Ici nous allons mettre le 1. En d'autres termes, je vais venir ici. G01, 111.1.4, 2. Alors, je vais prendre ceci, je vais mettre dans le routeur 5. OK. Je vais d'abord sur un mode de configuration, configure terminal. Ça c'est du côté du routeur 5. Et du côté du routeur 6, vu que c'est la première fois, nous allons configurer son loopback 6666. Et nous allons également modifier son adresse IP, c'est le 1. Donc je vais prendre tout ceci, je mets dans le routeur 6. Je viens ici dans le routeur 6. Excusez, apparemment j'ai voulu mettre ça dans le G0. Excusez. J'ai mis tout dans le routeur. Excusez. De show avec l'interface brief. De show avec l'interface brief. Ok. Oh, je suis dans le routeur 6, mais je lui ai donné le nom du routeur 5. C'est ce qui m'a confondu. Donc, je vais reprendre tout ceci. Et je vais appliquer dans le routeur 6.
Ah ok, je suis en train d'ajouter les no debug. Alors que je n'ai pas pris ces commandes. Je vais enlever ceci. Je vais simplement prendre les commandes qui sont là. Donc voilà pourquoi il faut faire attention quand on fait les labs. Je ne comprends pas. Oh, ok, je comprends. Ici, nous n'avons pas le G01, mais c'est plutôt le Ethernet 01. Je vais reprendre ceci. Je suis pas obligé de tout répondre, mais là, au moins, il accepte. Ok, ça, c'est le routeur 6. Nous allons activer entre le routeur 2 et le routeur 8. Et c'est le 01. Donc, du côté du routeur 2, ce sera Ethernet 01. Et le subnet, c'est le 122. Excusez, 122. Nous allons le donner le 1, 1, 1. Donc, je vais prendre ceci. Je vais mettre du côté du routeur 2. Donc, ici, nous avons mis le 1. Ici, nous allons mettre le 2. Et donc, ici, si je fais Show IP Interface Brief, ok, c'est des gigabytes. Donc, je vais mettre ici G01. Ce sera G01. G01. Et du côté du routeur 2, ce que j'avais mis, Show IP Interface Brief. Do Show IP Interface Brief. Ici, j'avais mis le 122.1.1.1. Donc ici, ce sera le 122.1.1.2. Vu que c'est le routeur 8, c'est un nouveau routeur, nous allons lui donner son nom de routeur et son loopback sera le 8.8.8.8. Prendre tout ceci, je mets dans le routeur 8. Ok, voilà, je dois corriger ici. Ok, et maintenant l'interface qui fait face au routeur 7, c'est le G00. Pour l'interface qui va vers, je pense que j'ai déjà corrigé ici. Ok, je venais de corriger. Pour l'interface qui va vers le routeur 7, c'est le G00 et c'est le 122.1.2. Je vais modifier ici. G00 122.1.2. On peut garder le 2 à la fin. Copie. Je mets dans le routeur 8 toujours. Et au niveau du routeur 7, ce sera le 122.1.2.1. Et c'est toujours le G00. C'est le routeur 7. Et nous allons également modifier son nom. 7. Donc, je prends tout ceci. Je vais appliquer dans le routeur 7. 5, 6, 7. Je vais prendre ceci. Ok. Ok. Le routeur 7, c'est plutôt Ethernet 00. Ici, c'est Ethernet 00. Prendre ceci. Copie. Et il y a une interface qui fait face au routeur 6 dans le routeur 7. C'est le Ethernet 02. Donc, je vais modifier ici Ethernet 02. Et le subnet, c'est le 122.1.3. Je vais modifier 1, 3, 1. Je mets dans le routeur 7 toujours. Et au niveau du routeur 6, c'est le 1, 122.1.3.2. Toujours le même interface. Je vais repartir au niveau du routeur 6. Le routeur 6 est là. Je viens de configurer. Nous allons maintenant configurer ce segment, ces deux segments. Et donc nous allons configurer entre le routeur 2 et le routeur 1. C'est le 133.1.1. Donc nous allons modifier le subnet 133.1.1.1. Ça on va mettre du côté du routeur 2.
Et ici, c'est le Ethernet 02 du côté du routeur 2. Donc, je vais prendre ceci. Routeur 2. Je viens ici. J'ai activé. Du côté du routeur 1, je pense que c'est un Ethernet également. Donc, c'est Ethernet 02. OK. Et puis là, ce sera le 133.1.1.2. Et vu que c'est un nouveau routeur, nous allons modifier. Son nom, c'est le routeur 1. Et son loopback sera le 1, 1, 1. Donc, je vais prendre ceci. Je le mets dans le routeur 1. Bon, oui, dans le routeur 1. Venons de le configurer. Le routeur 1 a une interface qui fait face au routeur 6. C'est le Ethernet 00. Donc, ici, nous allons mettre Ethernet 00. Et c'est le 133.1.2. On va mettre 133.1.2.2. Prendre ceci, je mets dans le routeur 1. Et du côté du routeur 6, c'est le Ethernet 00. On va mettre 133.1.2.1. Donc la logique pour les adresses, il y a 1 d'un côté, 2 de l'autre côté. Vous remplacez juste sur le 0. Sur le 0, vous remplacez la valeur 1 ou 2 selon le routeur. Maintenant que nous avons presque fini, je vais appliquer au côté. Je vais appliquer dans le routeur 6. Je pense que c'est celui-ci. Non, ça c'est le 5. Ok. La dernière chose que je vais faire, je vais modifier cette adresse IP. Ici, j'avais mis le 100. Je voulais que ce soit le 111. Donc, c'est entre le Ethernet 00 et le G00. Donc, du côté du routeur 2, c'est le Ethernet 00. Je vais mettre le 111.1.1.1. Prendre ceci. Je vais mettre dans le routeur Ethernet, dans le routeur 2. Et du côté du routeur 3, ce sera le G00. G00. Et lui, il aura le 2. Je pense qu'avec ça, nous avons fini avec l'activation de OSPF. C'est le routeur 3. OK. Donc, ici, les debugs n'ont pas encore été désactivés. Je les laisse là pour voir que le protocole OSPF transmet des messages aussi longtemps qu'il fonctionne. Alors, ce que nous allons faire, c'est juste partir. Par exemple, dans le routeur 3, nous allons valider certaines informations. Nous allons commencer par le routeur 3.7 et ainsi de suite. Do show IP OSPF neighbor. Nous voyons que nous avons deux voisins. C'est ce à quoi nous attendons. Ce qui est logique. Un voisin sur cette connexion et un voisin sur cette connexion. Pour le routeur 8. Donc, nous le voyons ici. Nous avons ce voisin. Également ce voisin. Maintenant, au niveau du routeur 7, nous allons partir rapidement. Routeur 7, si nous faisons du show IP OSPF neighbor, ici également nous avons deux voisins, c'est ce qui est correct. Au niveau du routeur 5, 6 plutôt, 6 doit avoir trois voisins, ok? Un voisin avec, c'est le routeur 5, l'autre c'est le routeur 7, l'autre c'est le routeur 1. Du show IP OSPF neighbor, effectivement nous avons trois voisins ici là. Du côté du routeur 5, il aura deux voisins. Du show IP OSPF neighbor, il a les deux voisins, nous les voyons ici. Du côté du routeur 4, du show IP OSPF neighbor, lui également il a deux voisins. Le routeur 3 a beaucoup de messages qui sont en train de passer. Nous allons faire la vérification du côté du routeur 2 qui doit avoir trois voisins. De show IP OSPF neighbor. Si lui a trois voisins, ça veut dire qu'il est voisin également avec le routeur 3. Ça veut dire que nous allons valider. Le routeur 1 doit avoir deux voisins. Do show IP OSPF neighbor. Donc là également, c'est bon.
Donc maintenant, nous avons la relation OSPF entre tous les routeurs. Si nous venons, par exemple, nous faisons do show IP route, remarquez que nous avons toutes ces routes. C'est ce que le réseau doit faire. Okay? Nous avons toutes ces routes. Et il y a quelques routes qui seront connected. Les routes qui seront connected, ce sont les interfaces. Ok, je suis dans le routeur 1. Ce sont les adresses IP que nous avons configurées. Nous avons configuré une adresse IP ici. Nous avons configuré une adresse IP ici. Les deux font partie de ce bloc. Et on nous dit qu'il y a le premier bloc 133.1.1. Ok. Le premier subnet, c'est celui-ci. Et un deuxième subnet, celui-ci. Donc ça, c'est pour les routes qui sont connectées. Le reste des routes ne sont pas connectées. Il a connaissance de ces routes au travers de OSPF. Voilà pourquoi, lorsque nous remontons ici, tout ceci est OSPF. Donc ça vient du routeur 2 qui informe, et également le routeur 6 qui est en train de l'informer. Nous avons également le loopback que nous avons configuré. Remarquons ici loopback. Ça aussi c'est connecté parce que c'est configuré dans le routeur. Donc ça c'est du point de vue du routage. On peut aussi voir show IP route OSPF pour ne voir que les routes qui sont OSPF. Donc je vais effacer ceci. Avec cette commande, nous ne visualisons, en fait, c'est pour vérifier uniquement les routes d'un protocole spécifique. Donc si je viens ici, show IP route, point d'interrogation, je peux vérifier les routes EIGRP, les routes BGP, les routes OSPF de façon spécifique. Donc ça c'est une vérification simple. Maintenant, à partir du routeur 1, est-ce que je peux ping le routeur 4? Si je fais, nous allons ping le loopback du routeur 4 qui est le 444. Si je fais ping 4444, le ping est successful. Mais quelle est la route que le routeur est en train de prendre pour atteindre le 44? Je fais trace route 4444. Remarquez que ça va 133.1.1, ça va ici 133.1.2, 133.1.1. En fait, nous allons voir cela à la fin, mais il y a le concept de load balancing. Lorsque j'ai la possibilité d'atteindre un subnet au travers de plusieurs connexions, je peux balancer le trafic. Et nous avons le deuxième segment, c'est le 1.4. 1.4 111 1.4 111 1.1 111 1.4 2.2 111 2, et je pense que principalement il est en train d'envoyer ici 111 1.4. Il y a 111 1.4, c'est ici là, ok, c'est ici là, et il envoie également au 111 1.1 ici là, et 111 1.4. Donc il y a comme une sorte de load balancing, et puis c'est 111 1.2 ici là, 111 1.3 ici là, et 111 1.2. Il y a en fait comme un load balancing. Il est en train de balancer le trafic puisqu'il peut atteindre ce subnet par les deux possibilités. Mais qu'en est-il si on fait un trace route vers le 3.3, vers le 3, le 3.3.3, donc le loopback du routeur 3. Trace route 3.3.3.3. Remarquez qu'il ne fait plus, ça ne nous montre plus des patterns qui sont en train de se répéter, en fait, de partir d'un côté et revenir de l'autre. Donc là maintenant, il a une seule route pour arriver au 3.3. Remarquez qu'il y a une certaine, comme il y a une certaine 3.3 est au milieu, ok, si j'ajuste ceci, pour atteindre le 4.4.4 qui est ici là, il y a comme il passe par le même nombre de routeurs des deux côtés. Ici là il passe par le 1, 2, ici là il y en a 1, 2. Voilà pourquoi on fait le load balancing. Mais pour atteindre ce routeur, le 3.3, le 3, ici là il y a maintenant plus de routeurs. Donc si j'efface,
pour atteindre ce routeur, s'il vient ici, il y a maintenant 3 routeurs, ok? Alors qu'ici, il n'y a plus que 2. Donc ça, c'est lorsqu'on va avancer avec le concept de matrix, et là, on va comprendre pourquoi est-ce que je choisis telle route pour atteindre tel subnet. Pourquoi est-ce que je choisis telle route pour atteindre tel subnet. Ici, ça me coûte moins pour prendre ce trajet. Ça me coûte plus pour prendre ce trajet. Donc ça, ce sont des concepts. Je voulais qu'on voit ça d'un point de vue pratique. Activer OSPF, faire des vérifications, ça nous permet déjà de comprendre comment est-ce que le protocole fonctionne. Donc ça, c'est des vérifications simples. Maintenant, si je me mets du point de vue, par exemple, du routeur 3 et que je veux ping le routeur 6, ok? Non, je suis le routeur 2 plutôt. Si je suis ici et je veux ping le routeur 6. Bon, je vais dans le routeur 2, N, et je fais ping 6. Remarquez que le ping est successful. Si je fais trace route 666, on va prendre la route. On va voir la route qu'il est en train de prendre. Remarquez qu'il est en train de prendre, il envoie les paquets au 111.1.1.2, donc cette interface. Après, il envoie au 111.1.2.1, ici. OK. Et puis les 111.1.3.2, donc ici, là. Et enfin, au 111.1.4, ici, là. OK. Il est en train de prendre cette route. Du point de vue humain, c'est certainement, nous ne nous attendions pas à cela, ok? On s'attendait peut-être qu'il y a moins de routeurs ici. Pourquoi est-ce que le routeur 1, pour atteindre le routeur 3, choisit le chemin le plus court, ok? Mais pourquoi est-ce que le routeur 2, pour atteindre le routeur 6, choisit le chemin le plus lent, ok? On peut se poser cette question, parce que la réponse simple pour l'instant, c'est que ici, souvenez-vous que ici, nous sommes en train d'utiliser des gigabytes, ok, qui ont plus de bandes passantes. Gigabytes. Et ici, nous sommes en train d'utiliser des Ethernet. Ça, c'est le premier, la réponse la plus simple. Mais lorsque nous allons avancer, nous allons voir ce que le cost, l'impact du cost. Donc ça, c'est, nous le voyons. Maintenant, pour repartir, nous allons maintenant voir, je voulais voir ça d'un point de vue pratique, la configuration avant de continuer avec la théorie. Maintenant, nous avons dit que le LSA se propage, ok? Nous allons ajouter un PC ici, au niveau qui sera connecté au routeur 7. Ok? Et ce PC, nous allons le mettre dans le même subnet que nous avons dans la topologie. Le 172.16.3.1. Ok? En fait, le 172.16.3.0. Ça, c'est le subnet. Et puis, l'adresse IP du routeur 16.3.1. Donc, nous allons revenir dans notre topologie, sur notre topologie, et nous allons ajouter une connexion. Nous allons mettre ça au 0.3. Si nous venons au niveau du routeur 2, par exemple, si nous faisons show IP route 172.16.1.3.3.0 pour l'instant, show IP route 16.3.0 plutôt, on nous dit network not in table, ok? Le network is not in table. Nous allons configurer l'interface Ethernet 03. Configure terminal interface ETH03. Interface ETH03. Et l'adresse IP, c'est le 172.16.3.1. 255.255.0. Ok. J'active. Pour l'instant, rien ne va se faire puisque nous avons simplement configuré une adresse IP. L'interface Ethernet 03 ne participe pas encore à OSPF. Si nous pouvons faire
du show IP OSPF. Database, ok, pas database, ça nous va nous montrer. Du show IP protocols. Protocols. Remarquez qu'on nous liste les interfaces qui sont en train de participer au protocole OSPF et le Ethernet 03 ne fait pas partie de ces interfaces. Donc avec cette commande show IP protocols, okay, je vais sortir d'ici. Show IP protocols. Cette commande nous donne plusieurs informations très importantes et nous allons analyser ces informations progressivement lorsque nous allons avancer. Mais pour l'instant, remarquez, ça nous donne les interfaces qui participent à OSPF et certaines informations sur les routeurs qui sont OSPF. Remarquez que nous avons le routeur qui a ce numéro 111. Ce routeur qui a le 777, c'est le routeur numéro 7. Le 88, c'est le routeur numéro 8. Ainsi de suite. Donc, en donnant un loopback clair, ça permet aussi de voir c'est quel routeur. Mais nous allons voir cet aspect de router ID dans les détails. Ok, nous repartons maintenant. Configure terminal, interface ETH03. Et nous allons mettre cette interface dans OSPF. Pour le faire, IP OSPF 1 area 0. Et show IP route, on ne pouvait pas. On nous avait dit network not found, not in table, ok? Il n'y a pas ce sous-réseau dans la table de routage. Maintenant que nous avons activé l'interface et que nous avons mis l'interface de OSPF, si nous revenons ici, nous faisons show IP route, remarquez, oh, dans le routeur 3, il n'y en a pas pour l'instant. C'est bizarre. Je reviens au niveau du routeur 6. Ah, ok, je pense que je sais ce qui se passe. Du show IP OS IP interface brief. Cette interface est encore administratively down, alors que ça aussi c'est également un élément très important. Ok, nous avons mis l'adresse IP, nous avons mis l'interface dans OSPF, mais nous n'avons pas mis la commande no shutdown. Donc, du coup, OSPF ne fonctionne pas encore sous cette interface. Nous allons réappliquer le debug avec toutes mes excuses et nous allons voir si quelque chose va changer. Effectivement, une petite validation comme ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, voilà pourquoi même dans les labs, faites les validations les plus simples. Donc, je vais faire le debug. Dans le routeur 6, nous allons mettre no shutdown sous cette interface. No shutdown. J'ai enlevé ces messages et puis je vais encore essayer avec le show IP route. Si je fais show IP route maintenant, remarquez que nous avons maintenant une route. Donc la route a été propagée dans OSPF et ce routeur a maintenant connaissance de cette route. Je vais avancer, mais du moins nous avons vu comment est-ce que les protocoles OSPF sont en train de communiquer au fur et à mesure que les choses changent. Et nous voyons que maintenant le routeur 2 a connaissance de ce préfixe que nous avons ajouté au niveau de cette interface. Le PC ne fonctionne pas encore, ce n'est pas important, mais ce qui est vrai, c'est que le subnet, la passerelle par défaut, fonctionne déjà. Maintenant, si nous arrivons ici, qu'est-ce qui permet, après avoir reçu toutes l'information concernant un subnet, que fait le routeur pour choisir la meilleure route? Le processus de propagation de l'état des liens fait que chaque routeur a une copie identique du LSDB en mémoire. Donc, Link State Database. Si nous faisons show IP OSPF Database, c'est ce database principalement dont on parle. Et vous allez voir qu'il y a des informations ici, Link ID, Advertising Router, l'âge, la séquence, checksum, link. Nous allons décortiquer ces éléments avec le temps, mais ça c'est le Link State Database. Et si je fais show IP OSPF, point d'interrogation, database, nous venons de voir statistiques, summary address, topology info, je ne sais pas si ça porte topology info. Et ça, c'est juste quelques informations. Ok. Bref, si nous repartons ici, mais le processus de propagation à lui seul
ne permet pas à un routeur d'apprendre quelle route ajouter à la table de routage IP. Bien qu'incroyablement détaillé et utile, les informations contenues dans le Link State Database n'indiquent pas explicitement le meilleur itinéraire de chaque routeur pour atteindre une destination. Donc, maintenant que nous avons ajouté un subnet ici, il y a une propagation de cette information au niveau de tous les routeurs du réseau. Maintenant, qu'est-ce qui a permis au routeur 2 de choisir une route? Une fois que l'information est propagée dans le réseau, ok, nous avons configuré, nous avons ajouté un subnet ici, le 172 16 3 0, ok, barre 24. C'est le subnet que nous avons ajouté ici. Avant, ce subnet n'existait pas et lorsque nous étions en train de vérifier show IP route dans le routeur 2 n'avait aucune information de ce subnet. Mais maintenant que nous avons ajouté ce subnet, le routeur 2 nous dit ok, si on fait do show IP route, le routeur 2 a connaissance de ce subnet. Quelle est la route qu'il va prendre? Si nous on fait trace route 172 16 3 1, on voit qu'il prend la même route, ok, qu'il est en train de prendre, la même route qu'il prenait pour atteindre le loopback 666. En d'autres termes, si je fais ceci, il est en train de prendre cette route. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il prenne cette route? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas cette route? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas cette route? Pourquoi est-ce qu'il est en train de choisir la route qui va vers le routeur 3, 4 et 5? Pourquoi? Alors, si nous revenons ici, pour construire des routes, les routeurs à état de lien, doivent faire quelques calculs. Heureusement, nous n'avons pas à le faire. Cependant, les protocoles à état de lien utilisent un type d'algorithme mathématique appelé algorithme Dijkstra Shortest Path First. Donc, vous allez beaucoup voir Dijkstra SPF. Dijkstra SPF, c'est l'algorithme. En fait, c'est la formule mathématique qui permet à OSPF de calculer les meilleures routes pour traiter le LSDB. Donc, le SPF s'applique sur le LSDB. Et souvenez-vous des deux concepts, Link State Advertisement et Link State Database. Et le SPF s'applique sur le Link State Database. Cet algorithme analyse avec mathématiques le LSDB et construit des routes pour le routeur, pour que le routeur local, les routes que le routeur local doit ajouter à la table de routage IP. Route qui répertorie une adresse IP et un masque de sous-réseau, une interface sortante et l'adresse IP du next hop. Donc en d'autres termes, si nous revenons ici, cette route que nous avons vérifiée, 172.16.3, okay? On va dire que c'est une route qui est OSPF, non via OSPF. La distance ici, c'est simplement le métrique. Nous l'avons vu que le métrique de OSPF, c'est 110. Le métrique, c'est 23. Ça, c'est le métrique de cette route. Ça, c'est le type de route. Nous allons y arriver. Il y a plusieurs types de routes dans OSPF. La dernière information mise à jour a été reçue de la part de Ethernet 00. Et si nous repartons dans notre topologie, Ethernet 00 est ici. Okay? Donc ça veut dire que les mises à jour viennent d'ici là. Cela fait 6 minutes déjà. Et c'est le routeur qui a cette adresse IP, donc le routeur 6. Nous avons dit que le loopback 666 a été configuré dans le routeur 6. Donc l'information, la mise à jour vient du routeur 6. Il y a 6 minutes égaux. Et l'interface de sortie, c'est le Ethernet. Et le next hop, nous le voyons ici. Là. Le next hop. Route, metric is 22. Traffic sharing count is 1. Traffic sharing count, il faut... ok. Nous avons cette information. Nous allons essayer au niveau du routeur 1 pour le loopback 4.4. Donc, si je repars dans le routeur 1, je fais show IP route 4.4.4.4
remarquez que ici, là, nous avons deux possibilités. Donc, je vais copier, je vais faire une capture d'écran. Remarquez que ici, nous avons deux possibilités. Je vais ramener ici. Ici, nous avons deux possibilités, ok? Nous avons la possibilité qui vient ici. Nous avons la possibilité qui vient ici. En fait, une route qui passe par le Ethernet 00 et une route qui passe par le Ethernet 02. Donc ici, là. Ethernet 02, Ethernet 00. Ça, c'est pour en partant du routeur 1 vers le loop back du routeur 4. Il y a deux possibilités. Soit, en fait, il y a deux routes qui sont en utilisation. Celle qui va par le Ethernet 02 et celle qui va par le Ethernet 00. Simplement parce que pour atteindre le 4.4 à partir du routeur 1, si nous vérifions ici, le métrique est identique pour les deux. Ok? À métrique égale. Pour atteindre le même subnet, j'ai le même métrique. C'est pour donner une illustration simple, ça me demande le même kilomètre, le nombre de kilomètres. Donc, si je prends la route A tout comme la route B, je vais arriver à la même heure. C'est un peu ce concept. Mais nous allons voir dans les détails le concept de métrique. Donc, ici, là, nous sommes en train de poser les bases. Maintenant, du point de vue du routeur 2, pour le subnet ici, nous avons vu que le métrique, lui, pour atteindre là-bas, c'est le 23. C'est le 23. Et maintenant, ok, ça c'est pour le calcul. Nous allons d'abord avancer. Les éléments fondamentaux. Qu'est-ce qui permet à OSPF d'arriver jusqu'à cette étape de choisir la meilleure route? Il y a trois principales étapes qui définissent le processus au travers duquel les routeurs OSPF accomplissent le travail d'échange de LSA et de calcul itinéraire. Parce que nous avons vu que lorsque nous configurons un subnet, il y a l'échange de LSA et puis après, sur la base de ces informations, le routeur applique la formule mathématique Dijkstra algorithme, ok, Dijkstra algorithme SPF, shortest path first, pour déterminer la meilleure route. Quelles sont les étapes pour arriver à ce point? La première étape, devenir voisin. C'est ce que nous avons fait. Avant que OSPF ne soit en mesure de propager les informations, nous avons d'abord activé le voisinage entre tous les routeurs. Nous avons d'abord créé la relation OSPF entre tous les routeurs. Devenir voisin. Relation entre deux routeurs qui se connectent au travers d'une même connexion physique. La relation de voisinage est créée pour que les routeurs voisins aient un moyen de changer leur link state database. Échange de bases de données. Processus d'envoi de LSA aux voisins, afin que tous les routeurs prennent connaissance des mêmes LSA. Donc, les routeurs tels que nous les avons dans cette topologie doivent avoir la même information du réseau. Ça, c'est le premier principe. On doit avoir la même information, une information identique. Je pense que si on fait le show IP plutôt, IP OSPF database, normalement, cette information doit être identique au niveau de tous les routeurs. Si je viens ici, show IP OSPF database. Ok. Ici, c'était 253, 252. Ici, c'est 256, 212. Je pense que ça, c'est l'âge. Mais du moins, à la base, si je rafraîchis ici, si je rafraîchis ici, je rafraîchis également ici. Excusez. Show IP database, c'est maintenant 287. Show IP database, c'est 291. Mais ça, c'est l'âge. L'âge augmente, mais la base, ces informations sont identiques. Maintenant, après, une fois qu'ils échangent la base de données, ils vont choisir les meilleurs itinéraires, le trajet. Le processus de chaque routeur exécutant indépendamment l'algorithme SPF sur leur copie locale
exécutant, excusez, le processus de chaque routeur exécutant indépendamment l'algorithme OSPF sur leur copie locale du LSDB, calculant les meilleurs itinéraires et les ajoutant à la table de routage. Bref, si on repart dans les points. Première condition pour créer la relation OSPF, ok? Nous allons vérifier que do show IP OSPF neighbor, ces routeurs sont voisins. Ça, c'est la première condition. Pour que le voisinage se crée, il y a aussi des conditions, nous allons les analyser. Deuxième, une fois qu'ils sont voisins, ils peuvent échanger les bases de données. Ok? Nous sommes voisins, je t'informe, j'ai connaissance de telle route. Le routeur X m'a informé qu'il connaît comment atteindre tel subnet. Il s'échange ces informations. Une fois qu'ils s'échangent ces informations, ils auront une base de données identique, puisque c'est la même information. Et on avait vérifié qu'au départ, que si j'ai déjà reçu une information, l'autre va me demander, est-ce que tu as déjà telle information? Je vais lui dire, oui, j'ai déjà reçu cette information. Il ne va plus me l'envoyer. Donc ça, c'est pour s'échanger les informations, la base de données. Une fois que la base de données est synchronisée, on exécute la formule SPF pour la formule SPF sur la base de données pour déterminer les meilleurs itinéraires, et ces meilleurs itinéraires sont ajoutés sur la table de routage. Donc, lors des prochaines sessions, nous allons voir en détail ces éléments. Les conditions pour devenir voisin, et ainsi de suite.